Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Et finalement, ce voyage qui devait l'amener sur les traces de cet Indien qu'elle cherche devient une quête un peu initiatique et introspective. Ce qui compte, c'est pas forcément l'endroit où on va, mais c'est tout ce chemin intérieur qui nous amène, qui nous conduit à se retourner sur nous-mêmes. Bonjour Jean-Baptiste Maudet. Bonjour. Alors je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast Le Jardin. Et comme peuvent l'entendre nos auditeurs et nos auditrices, nous sommes dans un jardin, on entend, ce sont des vrais bruits d'oiseaux, qui est le jardin du Luxembourg à Paris. On a profité de votre voyage à Paris pour se rencontrer ici. Et déjà, je vais vous présenter, vous êtes géographe, vous êtes maître de conférence à l'université de Pau, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Et votre spécialité, c'est la géographie culturelle. Alors, juste avant de commencer, je voulais que vous nous disiez un mot de la géographie culturelle, parce qu'il me semble que c'est un rapport avec vos ouvrages, mais on va en discuter. Oui, effectivement, la géographie culturelle, c'est pas très connu, mis à part, bien sûr, les géographes spécialistes de la question. Mais on peut faire de la géographie d'à peu près tous les phénomènes sociaux, sociétaux. Et la géographie culturelle s'intéresse aux phénomènes culturels, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne sont pas ailleurs. Et ça nous fait rentrer dans des explications tout à fait passionnantes, voilà. Pourquoi on se rencontre aujourd'hui, évidemment, c'est parce que vous êtes également auteur. Vous êtes auteur jusqu'à aujourd'hui de 3 romans, c'est bien ça ? Donc 2019, Matador Yankee, 2020, Des humains sur fond blanc, et 2022, Tropical Tristesse. Et c'est Tropical Tristesse, justement, qui nous a réunis aujourd'hui, car vous avez eu le prix de l'Instant. Alors là, je fais un petit clin d'œil, un petit salut à Sandrine Babu de la librairie L'Instant, qui organise ce prix, et qui nous a mis en relation, en fait, puisque je rencontre les auteurs qui sont lauréats de ce prix, qui est un prix très intéressant, parce que, justement, il s'intéresse à des livres qui ne sont pas toujours sur le devant de la scène, ou qui font la une des grands prix littéraires. Et donc c'est un petit prix littéraire, mais d'un prix littéraire de grande qualité. Et en tout cas, bravo d'en être lauréat. Ça date un peu, puisqu'il s'agissait de juin 2023 maintenant. Mais voilà, presque un an plus tard, nous nous rencontrons pour parler de Tropical Tristesse. Qu'est-ce que ça vous avait fait d'avoir ce prix ? C'est toujours un grand plaisir d'avoir un prix, parce que ça va très vite quand on sort un livre. Il y a une avalanche de sélections, de prix, d'invitations, de sollicitations, qui sont d'ailleurs pas toujours pour mon livre, mais pour quantité d'autres. Et on est pris après le temps de l'écriture, qui est un temps quand même très lent, en tout cas en ce qui me concerne. On est un peu pris dans une frénésie d'attente, de frustration, de questionnement. Donc ça fait du bien, très honnêtement, d'être au moins repéré par quelques lecteurs que l'on considère de qualité, et puis qui s'intéressent à votre travail un peu en profondeur. Le travail, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, Tropical Tristesse, c'est sûr que j'ai plein de choses à raconter sur la jeunesse de ce livre, et pourquoi je l'ai écrit, et comment il s'est écrit. Et voilà, quand on reçoit un prix, c'est vrai que malgré tout, il y a toute cette petite chaîne qui se remet en perspective, et ça fait très plaisir. Alors avant, j'ai très envie que vous nous racontiez la genèse justement de Tropical Tristesse. Mais avant même de parler de ce livre-là, j'ai envie de revenir au fondement de votre activité d'auteur. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire des romans précisément ? Oui, c'est un peu curieux, parce que finalement j'ai écrit assez tard. J'ai donc une petite carrière universitaire où j'ai écrit des articles, des livres académiques. Et puis tout d'un coup, 2019... Je suis un peu en panne sèche de désir vis-à-vis de la recherche, vis-à-vis de mes travaux académiques, et je ressens le besoin de passer par la fiction pour dire d'autres choses. Alors ça vient à l'issue d'un voyage de terrain assez prolongé en Californie, où j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans
sur la culture western, le rodéo, la tauromachie, à la frontière États-Unis-Mexique, avec un collègue et ami anthropologue, Frédéric Somade. On partait en Californie, on va dire, presque 2 mois par an pendant 4 ans. Et à l'issue de ce travail-là, on a produit un petit documentaire, on a produit un ouvrage académique, des articles, des conférences. Bon. L'activité habituelle du chercheur. Et j'étais un petit peu... un sentiment étrange me traversait vis-à-vis des gens que j'avais rencontrés. Je ne les retrouvais pas dans mes travaux. Ce que je ne retrouvais pas, c'était les contradictions internes. Alors qu'on a tout mis en œuvre pour essayer de vraiment introduire de la narration aussi dans ce travail académique. Il manquait quelque chose des contradictions personnelles des gens qu'on a rencontrés, tout simplement, des êtres humains qu'on a rencontrés, et particulièrement à cette frontière États-Unis-Mexique où tout se mélange, le cinéma, la littérature, le jeu, le spectacle, les Indiens qui sont des cow-boys, les cow-boys qui sont des Indiens, toutes les catégories préconçues qu'on a de ces individus-là se trouvent chamboulées de façon un peu... Oui, moi ça m'a un peu bouleversé, et finalement je me suis dit je vais passer par la fiction pour dire quelque chose. C'était un peu un désir enfoui, je pense, un désir littéraire enfoui. J'ai toujours écrit des petites choses, commencé des histoires. J'avais cette sensibilité-là qui m'a longtemps traversé. J'ai commencé des études en littérature avant de les commencer en géographie. Je me suis rendu compte après qu'il y avait peut-être un lien entre les deux, je pense, j'en suis assez persuadé aujourd'hui. Mais ce livre, Matador Yankee, m'a permis de voir les choses différemment, de tourner un peu la page de l'écriture académique, en tout cas pour ce temps-là, qui était celui d'écrire un roman qui parlait de ces gens que j'ai rencontrés. Voilà. Donc ça, c'est 2019, ça c'est le premier roman qui est très important parce qu'il est chargé, tout est nouveau. Donc à la fois l'expérience de l'écriture et ensuite eh bien, l'édition, le monde du livre, les salons. Et un premier prix, c'est le prix Orange, qui est aussi un prix quand même très populaire, justement au sens noble. Enfin, c'était beaucoup de gens derrière. C'est ça. C'était... Oui, c'est un prix en tout cas qui mobilise beaucoup de monde et qui s'étale sur assez longtemps, puisqu'il y a tout un système de sélection de livres, 80, puis 20, puis 5, puis les votes des internautes, le jury qui est prolifique, puisque j'en ai fait partie l'année suivante. Donc c'est un long parcours, et c'est pas un prix de premier roman, c'est un prix de littérature générale. Et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir, et ça m'a confirmé que j'avais peut-être des choses à creuser, parce que l'écriture du premier roman, elle est très étrange. On ne s'aperçoit pas du tout moi, j'avais pas beaucoup de réflexivité autour de l'écriture. Donc quand on raconte une histoire, on a l'impression, on ne se rend pas compte qu'on la raconte d'une certaine façon. Donc moi, l'écriture du premier livre, elle s'est déroulée de façon presque transparente vis-à-vis de la narration et de la fiction. C'est comme ça que je racontais l'histoire, mais sans vraiment me rendre compte que cette façon de raconter l'histoire, finalement, elle est structurée par plein de choses, par un imaginaire cinématographique, par d'autres lectures, parce qu'on conçoit confusément comme étant, je sais pas moi, des effets de surprise ou ce qu'on met derrière le romanesque. Quantité de questions qui étaient tout à fait transparentes, que je ne me posais pas. Et c'est vrai que l'écriture du deuxième fait remonter tout ça à la surface en se disant, mais finalement, oui, je raconte les histoires d'une certaine façon. Pourquoi c'est ça qui m'intéresse? Pourquoi je vais mettre de côté tel aspect de la description du paysage, par exemple? Alors peut-être parce que je suis géographe, je ne veux pas mélanger les genres. Alors, où se trouve pour moi l'essence de la littérature si j'en enlève ce qui participerait d'une compétence générale à décrire le monde dans lequel on vit ou à décrire les milieux dans lesquels vivent des personnages? Ça fait partie de la littérature. Donc toutes ces réflexions, elles se sont construites, en tout cas avec l'écriture plutôt du deuxième roman, qui m'a fait me rendre compte que j'en avais écrit un premier. Voilà. Et donc c'est un peu prendre conscience de son style, on peut appeler ça le style. Oui. C'est sans doute ça. Alors style avec l'idée quand même que derrière, dans mon imaginaire, le style renvoie malgré tout à un rapport, on va dire, très littéraire, à une littérarité de la façon dont on veut exprimer à l'échelle de la phrase ou à l'échelle, peut-être à l'échelle de la phrase, éventuellement à l'échelle d'un paragraphe. Ce que j'ai découvert, c'est aussi la structuration d'une histoire. Par exemple,
je fais très peu d'ellipses dans le temps. Je m'en ai pas aperçu. Pourquoi j'en fais pas? Pourquoi mes histoires, elles se déroulent toujours dans un temps, dans une unité de temps qui correspond à une temporalité à laquelle j'ai pas du tout réfléchi. Donc, même quand vous faites des parties. Même quand je fais des parties. Alors dans le troisième, effectivement... parties, mais on est tout le temps dans la même ligne de récit. Exactement. Le troisième, en fait, le troisième roman, Tropical Tristesse, il s'est enrichi de ces questions-là. Et aussi, à la fois, il s'enrichit de ces questions-là, et puis moi, il me pose des problèmes alors stylistiques ou d'organisation de l'histoire ou des problèmes de narrativité, enfin des problèmes d'écriture très largement, qui émergent au fur et à mesure des livres. Alors, juste avant de parler justement de Tropical Tristesse, je voulais, parce que vous avez, bon, là on a parlé de la genèse de l'envie finalement, ouais. Et j'aime bien aussi la question un peu plus matérielle de qu'est-ce qui vous a permis finalement, là en termes de temps, c'est presque les conditions politiques qui entourent le travail. Mais je trouve que c'est intéressant d'aborder ce type de questions parce que, alors voilà, il faut se l'autoriser, ça c'est sûr, hein, ça c'est le premier mouvement, mais après il faut pouvoir. Bien sûr. Mais je pense que c'est une question fondamentale parce que les conditions d'écriture déterminent en grande partie, de façon peut-être sous-jacente, les désirs. Voilà, les deux premiers romans, commençons par le premier. Le premier, je l'ai écrit tout en travaillant, ne sachant pas d'ailleurs quand est-ce que le roman était fini, pas fini, parce que j'étais un peu extérieur à cette question, enfin aux règles un peu d'envoi de manuscrits. J'avais pas de maison d'édition, j'en cherchais une. Donc c'est des conditions très singulières. Et il se trouve que le deuxième, je l'ai écrit alors que le premier n'était pas encore paru. Puisque quand j'ai signé mon contrat, mon livre devait donc paraître en janvier 2019, mais le contrat, j'ai dû le signer tout début 2018, quelque chose comme ça. D'accord. Donc finalement, le deuxième, il s'est écrit sans on pourrait dire le choc, le premier choc de la sortie d'un livre. Et donc c'est vrai que ces conditions-là d'écriture, moi je trouve qu'elles comptent énormément. Je m'en suis aperçu au fur et à mesure, et puis je m'en suis aperçu aussi en fréquentant d'autres auteurs, ce qui était très nouveau pour moi, parce que une fois qu'on est lancé, par exemple, dans une carrière, dans ce qu'on peut appeler une carrière d'écrivain, ou lorsqu'on décide d'en faire son activité principale, quelles que soient les ressources économiques que l'on a, c'est pas du tout la même chose que d'exercer un métier par ailleurs et d'écrire lorsqu'on a du temps libre ou lorsqu'on a un projet qui vient. C'est une autre approche malgré tout. Je crois que c'est une autre approche de la littérature, qu'on le veuille ou non. En tout cas, les conditions matérielles conditionnent quelque chose de l'écriture, du désir d'écriture, de son urgence, de la patience que l'on peut avoir ou que l'on peut prendre pour mener à bien cette activité. Donc c'est vrai que Tropical Tristesse, j'ai voulu aussi modifier quelque chose. Je me suis arrêté de travailler, donc j'ai pris un congé sans solde, tout simplement, pour vraiment me mettre face à l'écriture et me dire, ça veut dire quoi écrire? Pour moi, ça veut dire quoi? Donc il y avait cet enjeu-là sur le troisième roman, sur Tropical Tristesse. Alors c'est pas forcément un enjeu paralysant, mais c'est un tout autre monde, toute autre approche qui se dessine dans les lectures que l'on peut faire, dans le temps que l'on prend et dans la façon dont on place l'écriture au centre de sa vie. Alors c'était sans doute une parenthèse, mais c'était placé au centre de ma vie. Finalement, j'ai pris 2 années pour écrire ce livre. Et puis ensuite, je suis retourné à mon activité d'enseignant-chercheur à l'université. Mais je sais que ce livre-là, il a été écrit dans des conditions particulières. Et c'est vrai que maintenant, je suis attentif, en tout cas, aux conditions matérielles, on pourrait même dire politiques, dans lesquelles les livres s'écrivent. Et là, vous me disiez que le deuxième avait été écrit avant même que vous n'ayez signé le contrat du premier. Et c'est vrai que ça m'a fait penser au rythme de l'édition, parce que on ne sait pas tant qu'on n'y est pas, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, mais c'est vrai que c'est des rythmes assez lents, parce qu'entre le rythme où votre manuscrit est accepté, il est retravaillé, ensuite il est imprimé, ensuite il est commercialisé, ça fait
6 mois peut-être, enfin des belles tranches. Oui, c'est vrai, quand on a écrit un roman, qu'on a signé un contrat et qu'on vous apprend qu'il sortira que dans 1 an et demi, c'est très étrange. Ah oui, 1 an et demi carrément. Ouais. À peu près. Alors ce qui s'est passé en réalité, c'est que j'avais envoyé mon manuscrit à Albin Michel, le premier, qui avait été intéressé. Il avait sans doute pas passé toutes les étapes nécessaires pour être publié chez Albin Michel, mais la personne qui s'était un peu occupée de moi pour ce manuscrit avait d'ailleurs été très sympathique et très encourageante vis-à-vis de ce manuscrit. Elle m'avait dit que je serais publié, que c'était un manuscrit qui méritait de l'être, mais elle m'avait tout de suite demandé si j'en avais un deuxième. Et donc évidemment, moi j'avais dit oui, alors que j'avais pas du tout de deuxième livre. Donc j'avais dit oui et j'avais envoyé un chapitre très rapidement de mon deuxième roman que j'étais censé être en train d'écrire, alors que c'était faux. Et c'est le démarrage des Humains sur fond blanc. D'accord. Ah oui, c'est étonnant quand même comme question. Il faut se présenter avec deux manuscrits sous le coude. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Peut-être que alors, le premier, je ne sais pas. En tout cas, ils ont Amélie Nothomb chez Michel, alors comme elle avait déjà une petite dizaine. Alors c'était intéressant parce que le titre, finalement, je l'ai eu tout de suite. Je me suis dit, il faut un titre et un chapitre. Et donc des Humains sur fond blanc, c'était un titre qui effectivement qui est très ouvert sur ce qui peut se passer. C'était même assez amusant avec du recul de se dire que j'ai d'abord trouvé le titre et que j'ai écrit le premier chapitre presque d'un trait, qui finalement dans le livre est devenu plutôt le deuxième, mais peu importe. Voilà comment ça s'est passé. Alors le premier, c'est vrai que vous étiez donc aux États-Unis à la frontière mexicaine, et là, les Humains sur fond blanc, vous êtes en Sibérie, vous avez voyagé. Je suis en Sibérie. Il y avait quand même malgré tout cette idée. Sur le premier roman, j'avais été assez marqué par le fait que, parce que j'étais géographe, on lisait mon livre avec en arrière-pensée cette compétence du géographe à décrire des espaces, notamment les grands espaces américains. Et j'étais un peu perplexe parce que je me disais, mais justement, parce que je suis géographe et que je connais un peu les attendus des compétences qu'on attribue aux géographes, j'avais veillé à ce qu'il y ait, par exemple, très peu de descriptions. Parce que pour moi, il y avait quelque chose presque d'anti-romanesque dans la description. Ce qui est très naïf, mais je sentais à plein nez lorsqu'il y avait une sorte de facilité à documenter une question par cette compétence du géographe à décrire les milieux, que ce soit des milieux sociaux ou des milieux physiques, dans lesquels se déroulent les histoires. Et donc j'avais été un peu surpris quand je recevais ce retour qui me disait « Ah, on sent que tu es géographe ». Et ça m'avait perturbé. Je l'avais même pris comme un déficit de légitimité littéraire en me disant « Mais non, je ne suis pas géographe, je veux être romancier ». Donc il y avait quelque chose d'un peu troublant, et ça a quand même eu son importance au moment de l'écriture du deuxième, de placer une histoire en Sibérie, dans un espace où j'ai jamais mis les pieds, dans un endroit où j'ai jamais mis les pieds, ni en Russie en général, et ni en Sibérie en particulier, mais qui était un espace quasiment mythologique, au sujet duquel tout le monde a des représentations, soit environnementales, soit politiques, très fortes. On a tous une Sibérie dans la tête, alors qu'on n'a pas tous un Kazakhstan dans la tête ou un haut plateau tibétain dans la tête. Voilà. Donc je trouvais intéressant de jouer aussi là-dessus, sur la rencontre entre l'imaginaire d'un écrivain à propos de la Sibérie et puis l'imaginaire des lecteurs au sujet de la Sibérie, qui va permettre, avec peut-être peu de choses, de fabriquer quelque chose de très incarné pour faire vivre ces espaces-là. Parce que derrière, il y a pour moi des préoccupations géographiques. Comment on donne à voir les espaces dans la littérature ? Et c'est pas en faisant la liste des conditions physiques, climatiques, la faune, la flore, le peuplement, qu'on va faire vivre ces espaces. Donc finalement, il y a quelque chose qui se joue, qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement ouvert dans la fabrication des milieux géographiques ou des espaces dans lesquels se déroulent les histoires, qui est la rencontre d'une proposition d'un écrivain, enfin de quelqu'un qui écrit, je veux dire, et du lecteur. Et cette rencontre, elle fabrique un espace assimilable en quelque sorte.
par le lecteur. Et cet espace, il est assimilable par le lecteur, précisément parce qu'il ne ferme pas la description comme quelque chose que l'on devrait apprendre, détailler, dont on devrait s'imprégner avant de pouvoir rentrer dans l'histoire. Il y a quelque chose là qui m'intéresse, qui est une question littéraire, qui est une question géographique aussi. Alors, on a eu des nappes de langue chinoise, on voyage aussi, sans bouger. Exactement. Oui, et d'ailleurs, donc, le Tropical Tristesse, on change encore de lieu, puisque là, s'il s'agit de la forêt amazonienne, et évidemment, Tropical Tristesse, on pense tout de suite à Triste Tropique, et qui est important aussi dans le livre. Enfin, c'est quasiment un personnage. Alors, Triste Tropique, je précise pour nos auditeurs et auditrices, c'est le chef-d'œuvre peut-être de Claude Lévi-Strauss, paru en 1955, édition Plomb, collection mythique Terre humaine. Un ouvrage... est-ce que ça fait partie des ouvrages, de vos ouvrages totémiques, je ne sais pas, importants à vous-même, puisque... C'est un ouvrage... Je ne peux pas considérer que c'est un ouvrage qui est beaucoup compté pour moi avant l'écriture de Tropical Tristesse. Mais bizarrement, c'est un ouvrage que j'avais, alors je ne sais même pas comment le dire, que j'avais lu, que j'avais côtoyé, que j'avais traversé, parce que je me suis rendu compte, mais on le sait pour quantité de livres, que quand on s'approche de ces livres-là, qui sont effectivement très connus, on peut les avoir lus sans les avoir vraiment lus. Donc qu'est-ce qu'on en a lu ? Et cette question, elle m'a beaucoup intéressé parce que mon personnage, Jeanne Beaulieu, elle a un petit peu pendant son voyage cette révélation sur la lecture. Ça veut dire quoi, lire un livre ? Donc évidemment, on aura tendance à dire j'ai relu j'ai relu Tropical Tristesse, mais Jeanne Beaulieu, par rapport à ça, elle se ment pas, elle se rend compte qu'elle en a lu quelques bribes. Elle en a fait une lecture, certes très intéressante dans sa jeunesse quand elle faisait ses études, mais quand elle part en voyage avec, c'est forcément un autre livre qu'elle lit. Alors c'est très simple, et puis ça, je pense, ça traverse l'histoire de la littérature, en tout cas l'histoire de la lecture, ou les réflexions sur la lecture. Mais j'avais très envie que Jeanne Beaulieu, elle se saisisse de ce livre comme le moyen pour elle de voyager dans un Brésil qui lui fait peur. Jeanne Beaulieu... Oui, parce que tout comme l'incipit du livre, elle les voyages. Les voyages en avion, d'ailleurs, ça c'est le tout début du livre, qui est très drôle. Elle a très peur de l'avion, mais elle décide quand même d'y aller, de partir à la recherche de son Indien, qu'elle ne sait pas trop comment appeler, pour se donner du courage, pour se prouver qu'elle va pouvoir aller au fond de la forêt. Finalement, elle achète le livre de Claude Lévi-Strauss un peu par hasard chez un bouquiniste. Et ce livre, ce qui va finalement être le moteur de sa lecture, c'est tout autant la redécouverte de Triste Tropique que l'aventure qui se trouve entre les lignes de Triste Tropique, puisque ce livre-là, cet exemplaire-là, dans l'histoire que je raconte, a appartenu à Paul et Claudia, un couple d'étudiants qui se sont rencontrés à Séville dans les années 90, enfin 92 exactement, et qui ont laissé à l'intérieur du livre le journal de bord de leur histoire d'amour. Et ça va devenir ça le double moteur de lecture de Jeanne Beaulieu, qui va voyager au Brésil, relire le livre de Claude Lévi-Strauss, ce qui la rassure aussi dans sa façon d'appréhender un espace totalement inconnu, et raconter l'histoire de Paul et Claudia qu'elle reconstruit, qu'elle fantasme à travers, finalement, en lisant Triste Tropique. Cette idée-là, elle ne m'est pas venue tout de suite. Là, ça paraît être une construction extrêmement sophistiquée. Cette idée-là, elle est venue un peu au fur et à mesure. Au début, je voulais raconter que l'histoire de Paul et Claudia. Il n'y avait même pas de Triste Tropique à l'horizon. Puis, j'ai eu très envie de me dire que cette histoire-là, c'était plutôt le fantasme d'une femme de 40 ans qui raconte une histoire d'étudiants qui se sont à la fois rencontrés et ratés à une époque de leur vie. Puis en Amazonie, une quantité de références autour de la forêt amazonienne, des choses que j'ai vues, que j'ai lues, et puis évidemment de façon incontournable le livre de Claude Lévi-Strauss. Et puis j'ai appris que Claude Lévi-Strauss, il voulait écrire un roman d'aventure. Alors, c'est là vraiment que ça s'est noué, parce que Claude Lévi-Strauss rêvait d'écrire un roman d'aventure
Il avait d'ailleurs un super titre, c'était Triste Tropique. Et finalement, il n'a jamais écrit son roman d'aventure. Il a lui-même confessé d'une certaine façon qu'il avait l'impression de faire du mauvais Conrad. Et il n'a pas écrit ce roman d'aventure. Il a gardé quelques pages, qui sont les pages en italique aujourd'hui, dans le livre d'anthropologie Triste Tropique, qui est un livre très étrange, qui est un livre composite, fait à la fois d'enquêtes ethnographiques, de souvenirs de son enfance, de déclarations, on pourrait dire, d'amour à l'anthropologie et de positionnement presque épistémologique vis-à-vis de la philosophie, vis-à-vis de l'histoire. Donc c'est un livre qui est extrêmement complexe en réalité. On sent bien qu'il a été écrit 15 ans après les faits, parce que Claude Lévi-Strauss reste au Brésil de 1935 à 1939. Le livre, il sort en 1955, je crois, ou 1956, je ne me rappelle plus trop. 1955, oui. 1955. C'est un livre qui est presque une commande. C'est Jean Mallory qui lui demande d'écrire ce livre. Jean Mallory qui a d'ailleurs plutôt flashé sur les photos de Claude Lévi-Strauss. Ah oui, il y a une célèbre photo d'Indien justement sur la couverture. Qui est dans l'édition originale, on voit toutes les photos. Lévi-Strauss a plus de 2000, avait réalisé plus de 2000 clichés des Indiens Nambiquara, des Yanomami, des Tupikawaï. Donc ce livre, il a aussi une histoire littéraire très particulière. Et je me suis un peu amusé à me dire, bon, est-ce que Jeanne Beaulieu, elle pourrait pas écrire le roman d'aventure qu'aurait écrit Claude Lévi-Strauss, mais qui devient dans sa bouche plus un roman d'amour et une histoire qu'elle raconte à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est vrai, alors, cette construction, moi, je trouve que ça fonctionne juste très très bien. Et oui, pour repréciser comment vous amenez Paul et Claudia, c'est vraiment dans cet exemplaire de Triste Tropique chiné par hasard à Sao Paulo, c'est ça ? Exactement. C'est comme un palimpseste, parce qu'il y a toute leur histoire qui s'écrit sur les pages de Triste Tropique. Elle l'achète chez un bouquiniste qui lui refourgue en même temps une biographie du général de Gaulle, parce que comme elle s'est évanouie, elle se sent un petit peu coupable et redevable auprès de... Elle avait le choix entre le général de Gaulle et les derniers éléphants, c'est ça ? Exactement. Un livre sur le Kenya. Donc finalement, elle prend Triste Tropique et la biographie du général de Gaulle qu'elle finira par offrir à quelqu'un, fascinée par la France. Au début, elle a l'impression, quand elle voit qu'il y a à l'intérieur de ce livre des écrits, des dessins, elle a l'impression de rentrer dans des draps sales. Et finalement, c'est ça qui va l'intriguer. C'est qu'est-ce que dit entre les lignes du livre de Claude Lévi-Strauss, quelle histoire il y a à raconter. Et d'exploratrice, par défaut, elle va devenir un peu pas agent secret, mais enquêtrice. Exactement. Elle le formule comme ça à un moment. Elle dit: je ne suis pas une exploratrice, je suis une extrapoleuse. Et parce qu'elle va mener l'enquête, mais cette enquête, elle est fondée sur des éléments très lacunaires. Donc finalement, elle extrapole, elle fantasme énormément la relation entre Paul et Claudia. Mais malgré tout, elle va rencontrer quelqu'un au Brésil qui les a connus. Et ça va tout changer, parce que ça veut dire que ce qu'elle fantasme, quel que soit ce qu'elle fantasme, il y a derrière une réalité du couple Paul et Claudia, qui aurait aujourd'hui à peu près le même âge qu'elle, enfin au moment où elle voyage, et qui va devenir pour elle un couple très, très obsédant dans sa façon de regarder sa propre vie à elle, en se disant: mais quelle histoire d'amour moi j'ai vécue dans ma vie. Et finalement, ce voyage qui devait l'amener sur les traces de cet Indien qu'elle cherche devient une quête un peu introspective, une quête initiatique et introspective, pour se demander, elle arrive à un âge, elle a 40 ans pendant son voyage, et elle se pose ces questions, un peu ce retour sur son passé, sur ses propres histoires d'amour, et ce vers quoi elle va dans sa vie habituelle. Elle travaille à Paris dans une agence immobilière. Donc chercher son Indien, ça devient effectivement... ça délivre un autre message, et c'est se chercher soi-même, ce qui existe là aussi dans beaucoup de récits de voyage, qui finalement retombent sur cette idée que ce qui compte, c'est pas forcément l'endroit où l'on va, mais c'est tout ce chemin intérieur qui nous amène, qui nous conduit à se retourner sur nous-mêmes.
Alors Jeanne, c'est vrai, bon, on la devine, là déjà un peu fantasque, on va dire. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, notamment à la lecture de votre roman, c'est l'humour, en fait. Enfin, elle apporte, voilà, c'est par sa manière d'être. Il y a beaucoup de... On rit, quoi. C'est rare de rigoler quand on lit un roman. Et ça, vous l'avez travaillé comment? Enfin, vous l'avez fait vraiment... Vous vouliez Oui. Je voulais que Jeanne, Je voulais que Jeanne incarne une sorte d'anti-héros du voyage. C'est aussi pour ça que le fait que ce soit une femme qui voyage en Amazonie, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui marchait bien. Ça m'est pas venu tout de suite. Au début, c'était un homme qui voyageait. Et ça marchait pas du tout. J'étais très bloqué dans l'écriture. J'étais très bloqué dans l'écriture pour deux raisons. D'une part, parce que je voulais absolument écrire à la première personne. Cette voix d'homme à la première personne faisait écho à la mienne. Et étrangement, je m'entendais parler à travers le personnage. Et c'est pas du tout ce que je souhaitais. Et je retombais sur quantité de mythologies de l'exploration qui sont celles des hommes qui... découvrent la forêt, qui pénètrent la forêt avec un imaginaire un petit peu viriliste, de conquête, d'exploration. Et ça ne donnait pas du tout l'ironie que je cherchais, la drôlerie que je cherchais d'une femme à la fois très décomplexée, parce qu'elle n'a jamais voyagé, et qui ne se raconte pas l'histoire, qui n'incarne pas dans son propre voyage le rôle d'une exploratrice. Et quand j'ai déplacé finalement cette voix, j'ai conservé un récit à la première personne et au présent. Ça, j'y tenais beaucoup. C'est un enjeu qu'on peut trouver formel, mais finalement, c'est un enjeu qui a été pour moi tout aussi important que le choix de l'Amazonie. Et quand j'ai trouvé ce personnage, tout de suite, ça m'a débloqué dans l'écriture. Et j'ai trouvé l'endroit où ça m'amusait d'écrire et ça me faisait rire de faire vivre Jeanne Beaulieu, avec ses travers, avec sa naïveté vis-à-vis de l'Amazonie, vis-à-vis de ce qui est important ou pas en Amazonie, au sujet des Indiens, au sujet de la déforestation. Elle arrive dans cet univers-là, elle est débarrassée de tout le politiquement correct, elle est débarrassée de tout ce qu'il faut ou ne faut pas penser vis-à-vis de l'Amazonie. Elle voyage et elle ne se ment pas sur ce qu'elle vit. Et ça m'a beaucoup intéressé, amusé et intéressé de faire vivre cette femme dans cet univers-là. Alors je n'ai pas préparé la formule pour l'interview, mais ça m'avait traversé l'esprit lors d'une rencontre. Et c'est vrai qu'elle est plus du côté de Bridget Jones que d'Indiana Jones, quoi. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Elle a un côté Bridget Jones. Elle a un côté, je ne l'avais pas vu tout de suite. Côté un peu maladroit, peut-être. Oui, et puis c'est pas le personnage, justement. Elle était absolument pas faite pour cette aventure. Absolument pas. Faite pour cette aventure. Absolument pas. Mais elle la vit. C'est pas du tourisme, hein, parce que là, on entend passer des voitures, des valises à roulettes, parce que nous sommes à Paris. Oui. Donc on entend des langues, un peu, voilà. Oui, elle sait pas si elle aime voyager. C'est ça que je trouvais. C'est une idée qui m'a plu, parce que le voyage aujourd'hui est tellement positivement connoté. C'est bien de voyager. Alors même si avec certaines questions environnementales, prise de conscience écologique, on voit aussi que le voyage, le surtourisme, l'avion, ça pose plein de questions. Mais on est quand même dans une société, en tout cas chez nous ici, où voyager c'est bien. Et Jeanne, elle s'avoue qu'elle ne sait pas si elle aime voyager, ça la déstabilise de voyager. Et aujourd'hui, c'est pas si simple de voyager, parce que finalement, soit on est dans des voyages très organisés, et alors on s'invente une forme d'aventure pré-mâchée, et on peut très vite tomber dans des voyages de confirmation de ce qu'on a vu dans des guides, et finalement ça vide l'expérience du voyage de toute son authenticité, puisque si on prépare un voyage et que finalement on va sur les lieux pour simplement vérifier que le voyage correspond effectivement à ce qu'on a préparé, ça pose quand même beaucoup de questions sur ce que veut dire voyager aujourd'hui. Et puis il y a l'autre polarité qui serait celle de l'aventurier qui partirait n'importe où, n'importe quand, mais on sait bien que ça c'est extrêmement compliqué, que c'est extrêmement difficile, et peut-être que c'est pas du tout ce qu'on souhaite, de se retrouver embarqué dans quelque chose qui peut être extrêmement anxiogène vis-à-vis de cette aventure à laquelle on n'est pas du tout préparé. Donc voyager, ça pose des questions, je trouve, contemporaines, très intéressantes. C'est marrant parce qu'il y a des groupes de voyageurs qui passent justement à côté de nous. On est vraiment, finalement, on est bien placés. Exactement. Avec des oreillettes. Ça résonne.
Ça résonne totalement avec ce qu'on est en train de raconter. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que finalement, dans le livre de Lévi-Strauss, qui est un peu le fil rouge, qui est devenu une sorte de fil rouge du roman, il y a alors, c'est pas vraiment une critique du tourisme de masse, parce qu'à l'époque, ça n'existe, le phénomène n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a quand même une forme de critique de justement... est-ce qu'il y a encore des peuples qui sont restés des origines, si j'ose dire. Alors, là, c'est peut-être plus orienté du côté du colonialisme. Il y a cette couche d'interprétation qui est très novatrice à l'époque. C'est ce qui fait la beauté du titre de Lévi-Strauss. Triste tropique, c'est aussi cette prise de conscience au milieu des années 50 que... certains peuples sont en danger, le sont depuis longtemps évidemment, mais les tropiques qui commencent à être vus comme des espaces radieux, très liés aux vacances sous les tropiques. Alors tout ça c'est en train de se mettre en route, mais Triste tropique, ce qui fait la beauté de ce titre-là, c'est que derrière se cache toute cette ambiguïté vis-à-vis du monde tropical, ambiguïté effectivement, ambiguïté colonialiste, ambiguïté de l'exotisme. À la fois on veut protéger des peuples parce qu'ils sont en danger, mais en voulant les protéger parce que nous les considérons comme en danger, et ils le sont. On veut aussi les vitrifier dans une forme d'authenticité qui les empêche d'accéder à la modernité, par exemple, qui a aussi des côtés extrêmement positifs. Donc c'est compliqué. Et ce qui est beau dans le livre de Lévi-Strauss, c'est qu'il y a à la fois cette prise de conscience écologique, il y a cette ambiguïté qui tendrait à penser qu'il faut peut-être leur foutre la paix, tout simplement. Ce livre reste d'une grande modernité, je trouve, par rapport aux questions qu'il pose. Il a d'ailleurs été lu dans les années 50, 60, 70, 80 de façon différente. Et c'est un livre à peu près indémodable parce que selon que l'on s'intéresse à la partie ethnologique ou à la partie de la prise de conscience écologique, on a des approches différentes, voire d'un point de vue littéraire, ce livre pose aussi une esthétique du fragment, quelque chose qui renvoie plutôt à une conception un peu postmoderne de la littérature. C'est un livre très étonnant, qui est un livre composite, arrangé, fragmenté. Il y a des fulgurants, on dirait, il y a des passages comme ça qui valent, même pour elles-mêmes, on pourrait en faire tout un tas de des maximes presque. Exactement, et porté par une langue... par certains moments, un lyrisme extrêmement émouvant, une qualité stylistique de Claude Lévi-Strauss qui lui-même ne voulait pas se poser comme écrivain, comme en tout cas écrivain de roman, malgré tout avec un style assez flamboyant, et les pages sur le coucher de soleil elles sont très belles. Alors, il y a un personnage qu'on n'a pas évoqué dans Tropical Tristesse, c'est le pirate. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un Big James? Il a vraiment un nom de pirate. Il a un nom de pirate et il a une jambe de pirate. Oui, c'est un pirate moderne. C'est un vrai pirate. C'est un vrai pirate. C'est un pirate qui est né aux États-Unis, qui est parti à la guerre du Vietnam à la toute fin, quand il s'agissait plutôt de débarrasser le plancher, donc de ramener le matériel, et il a perdu sa jambe au Vietnam. Mais lui, il a perdu sa jambe au Vietnam dans un accident de voiture lorsque la guerre était terminée. Donc il traîne avec lui une sorte d'absurdité de la guerre du Vietnam qui est déjà terminée, et c'est en quelque sorte un vétéran du Vietnam sans l'être, et il décide de partir, c'est un Afro-Américain, il décide de partir au Brésil, tenter sa chance, refaire sa vie, parce que être noir, Afro-Américain, de retour du Vietnam, alors qu'on n'a pas fait la guerre, il a l'impression qu'il incarne tous les stigmates de ce que ne souhaite pas la société américaine, donc ne souhaite pas voir la société américaine, et donc il s'en va au Brésil en espérant refaire sa vie, et puis rapidement il se trouve un peu embarqué dans des histoires d'orpaillage clandestin, de mafia locale, qui vont changer sa vie. Et c'est le personnage que va rencontrer Jeanne Beaulieu sur le bateau qui est censé la conduire sur les traces de son Indien. Ça va l'aider à se réinventer un peu elle-même aussi. Alors voilà, à sa façon, quoi. Elle va être confrontée à une altérité radicale.
Et c'est à ce personnage-là qu'elle va finalement raconter son histoire d'amour fantasmée sur Paul et Claudia. On n'en dira pas plus et maintenant on va inviter les gens à aller lire Tropical Tristesse. Mais est-ce que vous travaillez sur un autre nouveau roman ? Alors je travaille sur un autre texte. C'est pas un roman, c'est une sorte d'épopée contemporaine en quatrains. Donc c'est un projet, je sais pas trop comment le qualifier, un peu bizarroïde on va dire pour l'instant, mais auquel je crois de plus en plus. Au début c'était un peu une fantaisie et puis finalement je commence à la prendre au sérieux. Et c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Arthur Iron. Ça reprend un peu les codes de l'épopée antique, sauf que ça se passe aujourd'hui plutôt dans le milieu maritime. Ça s'appelle Arthur Iron, épopée pop et maritime. J'ai pas tout à fait terminé parce que je sais pas trop où je vais avec ce texte, mais ce sera peut-être le prochain. J'ai pas beaucoup de certitude parce que c'est un texte un peu curieux. À suivre. Aussi, je voulais quand même dire un mot de votre rapport à votre éditeur. Donc là, les 3 livres sont parus aux éditions Le Passage. Et comment ça se passe, les rapports à l'éditeur ? Là, alors, ils vous attendent, ils vous mettent... Non, j'ai de très bons rapports avec eux, dans le sens où ils m'ont fait confiance pour le premier roman. Pour lequel il n'y avait pas eu de vraie relation d'éditeur, puisque le roman, je l'ai envoyé par la poste en quelque sorte. Le deuxième, comme je l'ai dit, il était quasiment écrit avant que le premier sorte, donc il a aussi une place un peu singulière dans cette relation à ma maison d'édition. Et puis pour le troisième, en revanche, avec Yann Briand, qui vraiment fait le travail sur les manuscrits, avec lequel j'ai beaucoup discuté pour le troisième, il s'est véritablement noué une relation d'auteur-éditeur dont j'avais besoin pour le troisième. J'avais besoin parce que le premier roman, moi j'ai quand même eu l'impression de l'écrire un peu avec la peur au ventre, c'est-à-dire avec surtout l'envie de ne pas déplaire, ce qui écrète et gomme énormément de choses de façon inconsciente dans l'écriture, alors que pour le troisième, il y avait ce filet de sécurité et cette invitation de l'éditeur à me dire, écoute, là tu as du temps, fais vraiment tout ce que tu aimes, on aura le temps de le reprendre, de le revoir, on coupera des choses si tu juges que ça ne va pas. Donc je me suis senti très très libre, bizarrement, dans cette peut-être relation qui peut paraître un peu plus contrainte. Moi je me suis senti très libre et ça m'a permis d'aller dans des écritures ou dans des expériences, soit de dialogue, soit de construction, que je n'aurais peut-être pas osé faire sans l'œil d'un éditeur dont j'ai besoin pour qu'il me dise ça marche pas, pourquoi tu veux faire ça. Donc ça a été très, très chouette dans l'écriture de Tropical Tristesse. Et pour conclure notre entretien, j'aimerais vous poser cette question un peu rituelle, c'est que si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans cette aventure de l'écriture, c'est pas le facile, conseil ultime, quel serait-il ? Alors le conseil ultime, moi le conseil ultime, ça m'est arrivé en fait de le formuler pour des élèves qui me demandaient un peu, est-ce que vous avez des conseils ? Alors bon, moi j'ai écrit 3 romans, j'ai sans doute pas beaucoup de conseils à donner, mais ce qui moi m'a beaucoup plu dans ce monde-là, et ça fait le lien avec le conseil que je pourrais donner, c'est que les écrivains sont très très différents les uns des autres. Alors ça peut paraître une banalité de dire ça, mais moi à l'université, tout le monde a une thèse et tous mes collègues que je croyais différents les uns des autres, on est tous passés par un doctorat par exemple. Quand on arrive sur des salons du livre, ou quand on rentre un peu dans le monde du livre, on s'aperçoit qu'il y a des gens de tous âges, de tout parcours. Donc finalement le dénominateur commun de ceux qui écrivent, c'est quand même ceux qui pensent avoir quelque chose à dire. Je ne dis pas que c'est légitime ou pas, mais donc si on pense avoir quelque chose à dire, il faut foncer, il faut le faire, il faut l'écrire. En tout cas, c'est certainement pas, et c'est ce que je disais aux élèves, c'est certainement pas le fait d'être bon en français qui fait de vous potentiellement un écrivain. Il faut vraiment renverser la démarche et se dire, faut pas relier les cours de français, bien sûr, à
au devenir d'un écrivain qui a quelque chose à dire. Les écrivains, ils sont très différents. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est ce que j'ai découvert. C'est naïf, mais c'est ce que j'ai découvert en 2019 à la sortie de mon premier roman. Je crois que c'est un bon conseil, avoir quelque chose à dire. Ouais. Ou croire qu'on a quelque chose à dire, ce qui est très prétentieux, mais qui permet d'avancer. Voilà. Il faut croire en soi aussi. Je vous remercie beaucoup, Jean-Baptiste Maudet. J'invite tout le monde à lire Tropical Tristesse et les deux premiers aussi, aux éditions Le Passage, je le rappelle. Merci. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.